on ne cessera d'en parler que lorsque ce virus sera exterminé, hein, malheureusement, le coronavirus, et la FIFA qui s'inquiète. Donc face à la pandémie, eh bien, la FIFA a annoncé à l'issue d'une réunion par téléconférence qu'elle va créer un groupe de travail commun avec les confédérations pour contrôler l'évolution de la situation. On sait que le bouleversement des calendriers va avoir un impact sur les dates FIFA et donc les matchs des éliminatoires de la CAN 2021. Est-ce qu'on ne va pas assister à un bras de fer entre les fédérations africaines et les clubs européens qui pourraient ne pas vouloir libérer les joueurs? À ce niveau-là, la FIFA soit intervient pour les clubs qui refusent de libérer les joueurs. Et je pense que pour ce que je sais aussi, les dates FIFA souvent sont harmonisées avec les différents championnats. Donc, normalement, il ne doit pas avoir de chevauchement entre les deux. Sauf qu'on est dans un contexte qui n'est pas normal. Oui, mais on est dans un contexte qui n'est pas normal. Donc, la FIFA va en tenir compte en ce qui concerne les dates FIFA à fixer. Et les clubs vont pouvoir facilement libérer les joueurs. Maintenant, les clubs qui ne veulent pas libérer les joueurs, quand même, il y a la FIFA qui fait la police derrière ces clubs-là pour que, quand même, ces joueurs puissent venir jouer avec le club. En fait, je ne sais pas, c'est dans quel contexte? C'est par rapport à quel contexte? Les éliminatoires de 2021. Les éliminatoires, justement, oui, de la CAN 2021. Est-ce que ça va avoir lieu? C'est la question. Parce que là, déjà, on a le temps encore jusqu'en 2021. Parce que je sais que les éliminatoires de l'Euro des Nations a déjà été décalé jusqu'en 2021. Tout à fait. Voilà, donc je ne sais pas si ça va jouer un peu sur celle de comment ça s'appelle, de la CAN. Donc je pense qu'on a le temps de voir. Oui. Alors, face à la pandémie, la FIFA pourrait déterminer si un fonds de soutien au niveau mondial sera nécessaire et, le cas échéant, définir les modalités concrètes des mécanismes de soutien. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bonne idée. On discutait hier avec l'aide de la Ligue anglaise apportée aux équipes de division inférieure. C'est bien que la FIFA y pense pour soulager aussi la fédération parce que, actuellement, comme on le dit, toutes les activités sont arrêtées. Donc, ces mannes financières vont pouvoir les aider à quand même fonctionner, pas comme peut-être dans une situation normale, mais quand même à essayer de gérer ce qui est essentiel. Yellow? C'est un très beau geste de la FIFA qu'il faudrait saluer, mais aussi... Mais ce n'est pas encore fait. Comment? C'est pas encore fait. Oui, mais déjà, quand on va saluer le geste, on va saluer l'idée, je pense que ça va les motiver à envoyer plus d'argent. Donc, c'est une très bonne idée de la FIFA qu'il faudrait saluer. Sauf que, pour moi, le partage ne sera pas équitable, bien évidemment. Les fédérations, on ne va pas dire que la fédération anglaise va avoir la même somme que la fédération ivoirienne. Ça, ce n'est pas possible. Donc, mais ça sera eux de décider. Non, mais ça ne sera pas équitable forcément. Voilà, ça serait réparti comment, a priori? Non, mais c'est par rapport au championnat et puis au salaire. Voilà, il y a les salaires et puis des fois, ils appellent des soutiens. Bon, là, je ne sais pas dans quel contexte ils vont envoyer ces soutiens-là, mais si c'est des soutiens au club, ça sera forcément pas la même chose pour tout le monde. Voilà. Très bonne idée. La FIFA a les moyens. Moi, je pense qu'il faut saluer l'équipe d'Infantino qui travaille pour le développement réel du football mondial. D'accord, très bien. Deuxième point abordé concernant ce plus d'actu, donc a priori on va vers une réduction des salaires des joueurs en Italie également. Selon le média italien Corriere dello Sport, les propriétaires de clubs seraient tombés d'accord sur une réduction de salaire de 20 à 30% pour les joueurs. Commentaire, Monsieur Otokore. Bon, ça, c'est les propriétaires du club qui se sont réunis. Je pense que les joueurs aussi vont se réunir parce qu'ils ont un syndicat. Donc, et puis après, je pense que... Vous n'avez pas l'air prêt à négocier. Non, ce que je veux dire, c'est pas que je ne suis pas prêt à négocier. La négociation, c'est à deux. On le fait à deux. Oui. On ne prend pas une décision de dire on vous met 30% et puis voilà, vous acceptez ou non. Non, on négocie, on se parle. Je pense que s'ils avaient parlé à Seydou Doumbia, s'il lui avait parlé correctement déjà en tant qu'être humain, il aurait compris. Mais on ne vient pas lui mettre des gens, on va enlever 30% parce que si... Non, il ne va pas accepter. Ça, c'est tout le monde. Bon, après, on ne sait pas comment ça s'est passé. Voilà, et puis après, maintenant, on ne sait pas aussi comment ça s'est passé. Mais là, je pense que quand il y a une entente, il y a toujours une solution. Pour revenir au cas Doumbia Seydou, le courrier est venu chez les joueurs un lundi.
on leur a demandé d'ici mercredi de répondre à la lettre et tout le monde n'a pas pu. C'est ce qui a causé ce problème-là. Je veux dire, mesure exceptionnelle, il faut prendre également des décisions pour alléger. Donc, dans l'ensemble, joueurs, présidents, tout le monde dans le même bateau, il faut se comprendre pour prendre une bonne décision. Situation exceptionnelle, solution exceptionnelle aussi. C'est une conjoncture, comme je le disais, économique très délicate pour les clubs. Donc, il va falloir trouver les solutions pour stabiliser les finances. Et cette fois-ci, peut-être, ils vont avoir l'amabilité d'associer quand même le syndicat des joueurs pour peut-être des discussions plus poussées. De toute façon, ils ne peuvent pas prendre la décision sans consulter le syndicat des joueurs. Voilà. Donc, d'accord. il faut les consulter. Là, si on le fait, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, vous êtes plus pour la négociation, non, pas pour imposer. Tout se négocie, mais il ne faut pas imposer. Alors, si vous étiez encore joueur, parce que là, on vous sent quand même très à cheval sur les contrats, les clauses de contrat, etc., ce qui a été signé, ce qui a été, voilà, ce qu'on s'est dit dès le départ. Mais si vous aviez été encore joueur, vous vous retrouvez dans cette situation, hein, en plein coronavirus, avec toutes les conséquences financières qu'il y a, et puis le club vient vous voir, bon, Didier, voilà, on te demande de faire un effort. Qu'est-ce que vous répondez? Je le fais. Là, y a pas vous de le souci. faites? On vient vers moi, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'on m'envoie une lettre lundi et puis de décider mercredi, non. C'est la forme qui va faire la forme qui n'est pas bonne. Sinon, c'est des êtres humains. Ils comprennent. Et puis là, je veux dire, enlever 30% d'un salaire, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est la façon, la manière de le faire. Voilà, c'est tout. L'essentiel ici, moi je pense qu'en Italie, ils seront obligés quand même d'associer les joueurs parce que quand même il y a de gros stars du côté de l'Italie, hein, notamment Cristiano Ronaldo, on peut citer Romelu Lukaku, on peut citer Dybala, Lautaro Martinez. Donc ce sont des joueurs avec qui il faut discuter parce que si vous ne le faites pas, quand même ça peut se retourner contre vous. Non, mais Cristiano Ronaldo a lui-même décidé de donner une partie de son salaire déjà à son club pour pouvoir l'aider. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément... Donc, ça c'est un cas particulier qui est Ronaldo. Mais peut-être tout le monde n'est pas Ronaldo. Hein. Tout le monde n'a pas envie de donner peut-être de son argent. Donc, il va falloir discuter avec eux, même si Ronaldo n'est pas peut-être de la fronde en griffe, hein, si ça venait à se réaliser. Mais il faut discuter avec eux afin qu'on trouve des solutions. Pas face à cette maladie. Mais ça n'a pas encore été décidé. Hein. Ils vont travailler pour la réduction. Donc, je pense qu'ils sont en train de réfléchir pour trouver la solution. Parce qu'on ne peut pas exclure les joueurs, sinon ça ne va pas se faire. C'est pour cela que je dis il faut associer les joueurs. Parce que les premiers concernés, ce sont les joueurs. C'est sur les salaires de joueurs que, bon, peut-être la ponction sera faite. Donc, il faut les associer, il faut discuter avec eux afin que, bon, on puisse s'entendre pour ne pas avoir le même cas que les joueurs du FC Sion où on a été obligé de limoger 7 ans. Donc, voilà, il faut les associer, il faut causer avec eux. D'accord, très bien. Allez, en bref, ils renoncent à leur salaire pour limiter les pertes. Eh bien, les joueurs, le staff technique et les dirigeants du Borussia... Ouh, là, je vais me planter. Mönchengladbach. Mönchengladbach. Voilà. J'ai pas fait allemand, les gars. Attendez. Mönchengladbach. Anglais, espagnol, ça va. Mais alors, l'allemand... Mönchengladbach. Comment on dit? Mönchengladbach. Mönchengladbach. Bon, vous avez compris. Voilà, ce club-là. Hein. Donc, les joueurs, le staff technique et les dirigeants... Carton jaune. Non. Solidarité autour de Henri Jouel. Donc, ils ont décidé de renoncer à une partie de leur salaire. D'eux-mêmes. Quel paradoxe. Voilà. Comme quoi, les joueurs ne sont pas toujours ceux qui ne veulent pas. Voilà l'exemple. Ouais. Non, mais eux, on n'a pas été obligé de leur envoyer un courrier hein, pour qu'ils Non, mais pour dire qu'ils ont quand même, ils savent ce qui se passe. Mais voilà. L'autre côté, il va savoir ce qui se passe. Non. L'autre côté, même s'ils savent, on n'a pas à leur imposer. Ça se négocie. C'est son salaire. Tu négocies avec lui. Enfin, il y a des choses qui sont simples. Il ne faut pas les compliquer. Mais ils n'ont rien compliqué. Ils ont... Non. La manière n'est pas bonne. Même Henri Jouel. Je ne sais pas, toi... Du jour au lendemain, on te dit, on te donne 30% de ton salaire, 100% te prévenir. Non, 70% de son salaire. 70%. On te donne 70% sans te prévenir, tu ne serais pas content.
Ça dépend de la situation. Ah, ouais. Ça dépend de la situation. Aujourd'hui, on parle de conjoncture économique délicate. Donc, du coup, si je vois que... là, tu ne vois pas. Non, si, mais ils savent. Les joueurs, ils savent. Hein. Même s'ils ne sont pas prévenus, ils savent que... On vient vous voir en région, on vous dit, voilà, il y a tel problème. On a décidé on a décidé que... on allait vous retirer 30% de votre salaire. En fonction de la situation, j'accepte. Ouais, ça, c'est facile. Voilà, en fonction de la situation, j'accepte. La fin du mois est proche. Ah ouais, mais tu es dans le cas. Hein. Le corona, on n'est pas dans le cas. Si. Il n'y a pas de sport, il n'y a pas de foot. Hein, là, mais il y a émission. Quand même. Ouais, mais non, mais bon. Voilà, ça bosse. Allez, on parle de Manchester United, Pochettino pour remplacer Solskjaer. Selon les médias anglais, Selon les médias anglais, ouais, ça va être très difficile pour moi ce soir. Manchester United pourrait envisager le recrutement de l'ancien manager de Tottenham, Mauricio Pochettino. Qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait un très mauvais choix de la part des dirigeants des Red Devils de changer le patron du banc de l'équipe actuellement. Déjà, les joueurs se reconnaissent aux Norvégiens actuellement. On se rappelle de Rick Bailly qui récemment faisait les éloges de Ole Gunnar Solskjaer, voilà, l'entraîneur de Manchester United. C'est ce que j'ai dit, ça tombe très bien. Ok, voilà. Solskjaer. Et il a aussi le soutien. Le Norvégien, on va plus utiliser sa nationalité. Le Norvégien, il a le soutien de tout ce qui gravite autour du club actuellement. C'est-à-dire Paul Scholes, Ferdinand. Ils ont été ses coéquipiers. Donc, du coup, même quand les résultats ne sont pas bons, les critiques ne sont pas aussi acerbes que ça. Ensuite, il a décidé de bâtir une équipe autour des jeunes. Donc, la majeure partie des joueurs qui évoluent actuellement au sein de Manchester United sont des jeunes et qui, quand même, aiment très bien la méthode de Ole Gunnar Solskjaer. Donc, du coup, le changer actuellement et faire venir Pochettino, ça va vraiment être une cassure dans la dynamique de l'équipe, puisque depuis un certain moment, et surtout après l'arrivée de Bruno Fernandes, l'équipe commence à se réveiller. Il y a une bonne dynamique qui commence à s'installer. Et le faire partir casserait cette dynamique. Vous êtes d'accord, Didier? Bon, pour l'instant, vous savez, les journaux anglais, il y a beaucoup de faux dans ce qu'ils disent, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'ils disent. Donc pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Mais à l'heure actuelle, je ne crois pas que ça est sur la table pour l'instant. Je ne crois pas. Parce qu'il vient de re-signer, il vient de prolonger son contrat. Ça se passe bien. Il est dans une durée. Et Manchester United n'est pas un club où on change comme ça les entraîneurs pour les changer. C'est ça. Voilà. Sir Alex est parti. On a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont succédés sur le banc. David Moyes, Louis van Gaal, Mourinho. Après, Manchester cherchait un entraîneur capable d'apporter cette stabilité au club. C'est un grand club en Angleterre. J'ai fait un peu les statistiques de Pochettino. Il est arrivé au niveau de Tottenham le 27 mai 2014. Il est parti le 20 novembre 2019. 293 matchs contre 74 pour Ole Gunnar. 159 victoires contre 38 victoires. 62 matchs nuls contre 17 matchs nuls. 72 défaites contre 19. On va dire, ce n'est pas le même calibre. Pochettino, il y a de l'expérience et il connaissait très bien le groupe de Tottenham. Il a permis à l'équipe de passer un cap. À Manchester, la personnalité du Norvégien Ole contre celui de Pochettino, je pense que Pochettino peut apporter un plus à cette équipe de Manchester. Sauf qu'il a fait de 2014 à 2019, il n'a rien remporté avec Tottenham. Hein. Oui, mais après, la qualité du jeu. Aujourd'hui, non. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Hein, ça, c'est des statistiques. Voilà. Il y a quelque chose qui sont... les stats, non, je ne suis pas contre. Mais il y a aussi l'ADN des clubs. Manchester United est un club familial. Il a joué là-bas, lui. Vous comprenez? Donc tout ça aussi, ça compte. Ça compte pour le Norvégien. Donc, et puis, en fait, je pense que c'est des journalistes qui mettent des choses comme ça. Ça peut arriver, hein, ça peut se faire. Ça, je ne dis pas non. Mais je pense que le Norvégien va finir, il va finir l'année qui est en cours. Mais après aussi, Manchester est dans la projection. Hein. Non. Est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin de la saison? Manchester est dans la reconstruction, tout comme Chelsea. Ils sont dans la reconstruction et ils veulent bâtir une équipe autour des jeunes.
Quand vous regardez très bien l'équipe de Manchester United, surtout l'attaque, Anthony Martial qui a 23 ans, qui est presque le patron de l'attaque à l'absence de Marcus Rashford. Voilà, donc, on n'a que des jeunes en attaque. On n'a que des jeunes dans l'équipe. C'est vrai, il y a quelques joueurs, peut-être les plus... Nemanja Matic et autres. Voilà, Matic, la trentaine. Mais c'est une équipe jeune, c'est une équipe qu'on veut reconstruire autour des jeunes. Et le projet a commencé avec Ole Gunnar Solskjaer. Je pense que ça doit continuer avec lui. Ça sera... Pochettino, il a fait près de 6 ans à Tottenham, mais il n'a rien gagné. Non, mais il a changé l'identité de cette équipe. Mais l'identité a apporté quoi à l'équipe? L'identité n'a rien apporté à l'équipe. Donc Henri Joël, vous pensez que Ole peut donner une Ligue des Champions? C'est un jeune entraîneur, il est en train de travailler, et comme on le dit, à Manchester, c'est une équipe... Non, aujourd'hui, Manchester n'a pas le choix, ils sont une équipe en reconstruction. Et pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc, je ne vois pas l'intérêt de l'enlever. Voilà. Il faut un intérêt pour enlever un entraîneur. Attendons de voir la suite. Souvent, on parlait de cette problématique de temps donné aux entraîneurs. Ils en ont donné à Pochettino du côté de Tottenham, mais au bout de 6 ans, il n'a rien gagné. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va apporter de plus à Manchester United? Et qu'est-ce qu'on demande à un entraîneur? De créer du beau jeu ou d'avoir des bons résultats? Non. Après, c'est la dynamique aussi. Quelle dynamique? On change l'identité d'un club. Ça apporte... Aujourd'hui, le jeu de Tottenham a changé. Est-ce que cette équipe n'a pas progressé par rapport à la génération Harry Redknapp? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé à Tottenham? Une dynamique sans résultat aussi. Voilà, qu'est-ce qui a changé? Après, rien n'a changé à Tottenham. Il y a eu des coupes. Quelle coupe? Est-ce qu'ils ont joué la finale de Ligue des Champions? Mais ils ont perdu la finale. Non, mais ils ont perdu. Est-ce qu'ils n'ont pas joué une finale? Non, mais c'est bon palmarès. Son palmarès, c'est quoi? On n'inscrit pas ça il a apporté un plus quand même d'une équipe. On ne dit pas le contraire. Oui, non, mais franchement, moi, je pense que c'est tabloïd anglais. Ils font ça des fois. Et puis, des fois, c'est du business. Tu peux avoir un manager qui est là-bas qui souffle un peu le chaud et le froid pour essayer de placer ça arrive partout. Mais pour l'instant, le Norvégien, en tout cas, il est bien calé. En plus, il y a Ferguson c'est quand même une personnalité à Manchester. Voilà. Bon, Ferguson, il est soutenu. Voilà. Il est le parrain, en quelque sorte, le parrain de Ole Gunnar Solskjaer. Donc, ça sera très difficile. C'est vrai, il a fait venir David Moyes. Oui, mais David, non, mais les résultats ne suivaient pas. Aujourd'hui, ils sont dans la projection avec Ole Gunnar Solskjaer. Donc, je ne pense pas qu'après, je dirais, à peine 2 saisons, on fasse pas. Mais par contre, en football, tout peut arriver aussi. Tout peut arriver. Très Nous bien. sommes en Angleterre. Allez, et on reste en Angleterre et on parle de Chelsea qui veut rapatrier Jérémy Boga. Eh bien, moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. C'est un joueur de Chelsea. Il a été prêté à Sassuolo. Il fait une très bonne saison. Comme je le disais à l'instant, Chelsea aussi est dans la reconstruction avec Frank Lampard. Et on n'oublie pas aussi que du côté de Chelsea, on a des jeunes joueurs comme Tammy Abraham et autres Mason Mount. Ouais. Donc, c'est dans la dynamique de faire revenir Jérémy Boga et quand même d'apporter quelque chose de plus à cette jeune génération qui commence quand même à retrouver ses repères avec Frank Lampard. Jérémy Boga a joué à Chelsea de 2015 à 2018. Il a fait 2 matchs, 0 but. Après, il passe de 2018 à 2020 du côté de Sassuolo. 25 matchs, 8 buts, 4 passes décisives. Henri Joël a parlé de reconstruction. Frank Lampard a besoin de notre Ivoirien vu ses performances. Mais sauf que quand il était à Chelsea, il était barré par quelqu'un comme on appelle Eden Hazard. Donc c'était compliqué pour lui de jouer. Puis il était encore très très jeune. Donc voilà, peut-être qu'il est arrivé maintenant à maturité. Pourquoi ne pas le faire revenir à la maison? D'accord, très bien. Allez, c'est ce qu'on pouvait vous dire en ce qui concerne l'actu de ce jour. Didier, on va revenir avec vous. Quel type de relation est-ce que vous aviez avec M. Troussier en sélection nationale? Le petit souris. Quel type de relation? Oui. La relation, c'était pas une bonne relation. D'accord, pourquoi? Elle n'était pas bonne parce que je suis pas le mec, je suis pas le genre de personne avec qui il n'avait pas de respect en fait. Il n'avait pas de respect carrément pour les Africains. Et moi, ça passait pas. Voilà. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui vous faisait dire ça concrètement? Il avait des façons de faire. Je me rappelle que la première fois qu'il me sélectionne, on était au Maroc. Et j'ai été surpris qu'il me tape sur les fesses pour me dire que tu as grossi. Je n'ai pas compris.
Bon, j'ai grossi, mais tu n'as pas besoin de taper les fesses. Bon. Donc, et puis ça, c'est ce que tu penses. Je ne sais pas, c'est peut-être me titiller, mais je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Donc, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Voilà. Et puis, je pense qu'il n'a pas pris ça en mal. On est parti en Algérie. Il a commencé à nous parler d'une façon que je n'aimais pas trop, en fait. Et là-bas, je me suis rappelé que j'ai dit aux grands, aux anciens, aux Youssouf, aux machins, vous n'allez pas accepter qu'ils nous parlent comme ça, on n'est pas des enfants. Il n'a toujours pas accepté. Et puis, la veille du match, il a fait une espèce de mise en place sur le terrain. Il m'a mis sur le côté. Je lui ai dit, il n'y avait pas de respect. Voilà, il n'y avait pas de respect. Donc, du coup, il nous empêchait de manger du pain. Il fallait pas... Enfin, on était des gamins. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que je n'appréciais pas chez lui parce qu'il ne donnait pas l'occasion aux joueurs que nous étions, parce que nous étions plus des enfants, de prendre nos responsabilités. Et ça, je n'aimais pas trop. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un entraîneur, il sait ce qui peut fonctionner avec son équipe, donc est-ce que ce n'est pas une manière de mettre son équipe dans de bonnes conditions? Non, Rijo, ce n'est pas un club, hein. C'est l'équipe nationale. Donc, je lui ai dit que ce n'est pas quelqu'un qui nous a au quotidien pour dire qu'il nous connaît. Non. Et puis, on n'était pas des enfants. J'avais Youssouf qui était marié, qui avait des enfants. Moi, j'étais marié. On n'est pas des gamins. Voilà. Il pouvait le faire peut-être à la sec, mais pas avec nous. Ah, d'accord. Voilà. Et la preuve, il nous a donné raison parce qu'il a fait une carrière un peu dandinante. Il va à Marseille, il s'en prend à, comment il s'appelle, le Bordelais qui a joué au Bayern, latéral gauche. Sagnol. Non, pas Sagnol. Sagnol, le plus jeune. Non, pas Lizarazu. Lizarazu, il s'en prend à Lizarazu, qui est la star de l'équipe à l'époque, de Marseille. Et il n'a pas fait 2 mois, ils l'ont viré. C'est le mec qui est toujours en conflit avec ses joueurs. Ça ne peut pas aller. Et la preuve, il n'a pas fait une belle carrière. D'accord. Je vous ai dit, on aura des doses ce soir. On aura des doses ce soir dans l'émission. Allez, on vous rappelle rapidement les différentes mesures de prévention pour lutter contre le coronavirus. Oui, c'est important, on le fera régulièrement dans l'émission. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou qui est enrhumée. En cas de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires, eh bien, veuillez vous rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Et si vous avez des questions, 2 numéros sont à votre disposition, le 143 ou le 101. On passe tout de suite à ce qui fait le buzz.